Tu as vu la réaction, la très belle réaction, parce que c'est un film très touchant. Et je pense que je voulais savoir un peu. C'est un film qui parle des origines, c'est un film qui parle de la filiation, c'est un film qui parle tellement de choses. Je voulais un peu savoir comment tu es venu à l'idée de le faire et comment c'est la genèse de ce projet. Donc, c'est-à-dire que je voulais faire un film sur mon histoire. Avant, je faisais des films sur le peuple gitan, dont je suis fier. Et je voulais montrer à tout le monde que je les aime. Et parce qu'ils ont trop souffert, comme moi, comme ma famille. Donc, j'ai le peuple de ma mère. Et je voulais absolument faire un film sur moi, parce que c'est quand même assez étrange qu'un jeune de la rue, un jeune de la misère, devienne cinéaste. Parce que c'est tellement pas la destinée des gens comme moi de devenir cinéaste et de travailler avec l'argent, avec le pouvoir un peu, et en essayant de dire des choses aux autres, en parlant de soi et de ma famille. Et voilà, donc c'était très important de faire un film sur moi, mais pas autobiographique. Parce que j'ai commencé à... Ça a commencé à être intéressant, mon histoire, à partir du moment où la police m'a arrêté. Pardon, je vais loin. Je te laisse le temps. Non, mais moi, todos percebem francês ou não? Tout le monde comprend le français? Por favor. Ok, Gracias. donc on continue. Bon. Donc on continue. Et donc, mais ça parle évidemment d'un personnage qui dans le fond, t'es proche, quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui veut rester libre, qui à un moment a renié ses origines, et c'est quelque chose qu'il ne peut plus, donc il faut qu'il retrouve, assumer, et donc, et en même temps qu'il y a ce côté jusqu'au moment où, pendant toute cette période où il y a cette difficulté d'être quelque part, d'être avec les gens, etc. Et peu à peu, tu vois son humanité qui est toujours présente, mais être de plus en plus évidente. Et c'est un peu ça que je pense qui est très touchant et magnifique dans le film, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis né en Algérie, mais je n'imaginais pas le monde autrement que là où j'étais né. C'est-à-dire dans un endroit entre la mer et la terre où on vivait, c'est la bidonville, ça faisait 6 kilomètres, même pas. Je suis né à Bellecour. Si parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent à l'Algérie, ça a un nom, c'est Bellecour, c'est pas loin de la mer. Et donc je suis né là-bas. Je suis né dans la misère la plus totale, et dans le mépris, et surtout le mépris pour mes parents, ma famille. C'est ça que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas qu'on nous méprisait. Et je ne comprenais pas que dès qu'il y avait quelque chose, les gendarmes étaient chez nous. Et mon père ne savait pas lire, pas écrire. Mais bien sûr, c'était un fier. C'était quelqu'un qui ne se laissait pas faire. C'est un homme, et toute ma famille, c'est comme ça. C'était des gens qui ne voulaient pas se faire humilier tout le temps. Mais ils étaient toujours humiliés. Je voyais ça. Et moi, j'étais dans la rue, j'étais cireur de chaussures. Et bon, je ne vous parle pas de l'école, c'est pas grave. Vous comprenez, j'ai déjà parlé de l'école, que l'école était venue dans notre bidonville, dans notre terrain vague, pour nous faire la classe. Et c'est comme si la cinémathèque française, portugaise, espagnole, était venue chez nous. Quand même, c'était que des films assez bizarres et étranges, comme Jean Vigo, comme Jean Renoir, comme Victorio de Sica, le voleur de bicyclette. Tous ces films-là étaient venus chez nous. Mais il n'y avait pas des films populaires, des films j'appelle de la bourgeoisie. Il n'y en avait pas.
Il n'y avait que des films d'auteurs très forts. Mais c'était compliqué pour nous. Mais je m'identifiais à ces films-là, beaucoup, comme Le voleur de bicyclette. Je me reconnaissais dans ce film. Voilà, donc je me suis fait doucement une culture, que je savais où était la France. C'était très important, avant je ne savais pas. Et voilà, donc il ne faut pas que je vous parle trop longtemps, sinon on va rater le sujet du film. Et donc voilà, donc j'étais un enfant de la rue, j'étais obligé d'être enfermé à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Et c'est mon instituteur qui nous obligeait à rentrer dans l'école, sinon je ne rentrais pas. Parce que de ma vie, je ne me suis jamais assis sur une chaise. Je m'asseyais quand j'étais enfant sur un caillou, dans un fossé, mais pas sur une chaise, même pour manger, dans ma propre famille. Donc, oui, donc je viens de loin c'est une culture que personne ne peut comprendre. Elle avait ses codes, et ces codes-là, les autres ne comprenaient pas. Et donc voilà, donc j'ai vu qu'on humiliait très très fort ma famille, et moi, évidemment, bien sûr, et moi je ne me laissais pas faire, parce que j'étais enfant, et je ne me laissais pas faire du tout. Et donc voilà, donc c'était, comment dire, j'étais prêt à tout. Je pense vraiment que j'aurais pu être un très très grand voleur, parce que je le savais. Et c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas trop, mais je m'inquiétais pour ma famille. Et donc il y avait l'indépendance de l'Algérie qui était venue quand j'avais 12 ans. Et c'était une chose comme un château qui s'écroulait. C'est pas pour moi. Nous, on vivait un bidonville. Mais des choses avaient changé. C'était plus les mêmes choses, les mêmes valeurs. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas du tout ce qui se passait. C'est quoi cette guerre qu'il y avait où on tuait des gens? Et c'est quoi ces milliers de gens qui partaient dans le port d'Alger, des Arabes aussi, c'était des Algériens qu'on appelle les Harkis, et surtout c'était des pieds noirs, mais des milliers de gens, des pauvres gens. C'est pas du tout des gens qui avaient le pouvoir avant. C'était des gens, les gens qui avaient le pouvoir étaient partis avant, comme toujours. Mais les gens qui étaient dans le port d'Alger, ça c'était des instituteurs, c'était des conducteurs de tramway, des ouvriers, tout ça, c'était des pauvres gens. Et donc, moi, j'étais enfant, 12 ans, c'est pas beaucoup, même moins encore, et je voyais tous ces gens comme ça dans le port d'Alger, c'est énorme, il devait y avoir plus que 10 000 personnes, plus je ne sais pas combien. C'était comme des mouches, comme ça, comme c'était comme ça grouillait, comment dire. Et je voyais des gens pleurer très fort, des vieilles surtout, beaucoup, et je voyais des enfants, des valises, et je ne comprenais pas. Donc, tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait un monde que je ne comprenais pas, c'est celui de la haine, de la misère, et aussi de l'exil. Ces gens-là devaient être obligés de partir de chez eux. Et aussi les Arabes, les jeunes Arabes, ou des familles. Et donc, c'est incroyable quand tu as 12 ans, je pense que j'avais 11 ans, et quand tu commences comme ça à comprendre le monde, pas beaucoup, mais quand tu vois les gens que tu as connus qui commencent à partir, qui commencent à se sauver dans un pays où tu as été, c'est pas forcément un pays que moi, je ne comprenais pas. Pour moi, l'Algérie était mon pays, mais ce n'est pas mon pays. Aucun pays du monde n'était mon pays, n'était celui de ma mère ni de mon père, aucun. Donc je ne me sentais pas trop, je ne suis pas nationaliste, ça ne me touchait pas. Mais par contre, ça me touchait de voir les gens se sauver comme des animaux partout. Voilà, donc c'est ça que j'ai senti. Et j'ai senti qu'il y avait une gravité énorme, énorme. Donc mon père m'envoie à Paris parce qu'il avait peur, parce qu'il y a un moment quand il avait un fusil qu'il avait acheté pour faire la chasse, où moi j'étais un chien génial pour attraper les animaux quand il a tiré. Il n'avait pas de chien. Et donc j'étais très près de lui. Et donc il avait peur, après la Révolution, qu'on le tue. Parce que tous ceux qui avaient des fusils étaient contre la révolution algérienne. Mais non, il y avait des pauvres mecs, non, ils n'étaient pas contre, ils ne savaient rien ce qui se passait. Et donc il m'a envoyé à Paris avec toute la masse
des pieds noirs, des harkis, partir à Alger pour avoir un oncle, pour essayer d'amener toute ma famille dans l'oncle à Paris. Voilà, c'est ça l'histoire. Et donc ça a commencé, mon existence a commencé à partir de là. Mais déjà, j'avais pris plein la gueule. Mais à Paris aussi, en France aussi, tu t'as senti exclu, ou tu as aussi, tu t'es senti tout de suite pris dans cette société, dans ce pays, aussi, tu t'es aussi senti exclu, un peu comme tu te sentais en Algérie. Pire, parce que c'était l'époque où il y avait plein de migrants, et donc c'était pire encore. Où j'allais partout, c'était le rejet, et surtout la méfiance. Même mon oncle m'a rejeté. Mon oncle qui s'est battu contre les nazis, et il était militaire avant, il était militaire en Algérie, il était militaire. Et donc même lui, il m'a dit non, je ne veux pas te voir, ni toi, ni ta famille, retourne. Et donc, excusez-moi, je vais peut-être trop loin, donc je vais essayer d'abréger, hein, parce que sinon, on va raconter tout l'exode et c'est pas bon. Donc voilà, donc je me retrouve à Alger seul, et j'avais qu'une seule chose, c'est me débrouiller tout seul. C'est-à-dire, moi, je me débrouillais à Alger aussi là, et donc je volais. C'est une chose, je sais que c'est terrible, mais je volais, mais d'une façon honnête, bien. C'est-à-dire, j'avais le droit de voler. Mais donc, dans le film, ce qu'on sent, c'est que tu vois, au fond, que le personnage Tom Medina a un peu ton caractère, même si c'est pas ton histoire. Donc, d'une certaine façon, tout petit peu. Ouais, un peu mais ce rapport à la nature, ce rapport à l'espace, ce rapport d'une certaine façon à la musique, tout ce rapport-là, c'est un peu aussi tout des traces de ton caractère, je pense, non? Tout à fait, absolument. Et c'est quelqu'un de fort, qui a peur de rien, et dont j'avais déjà peur de rien à Paris, à Alger, et là j'avais pas peur de rien, absolument de rien, à Paris, parce que je vivais dehors, sous un carton, sur un banc, et donc j'avais pas peur, et donc j'étais très très vite vulnérable, mais moi j'étais pas faible. C'est-à-dire que je faisais face à tous les dangers qui arrivaient, mais j'étais vulnérable parce que j'étais un enfant. Et donc, il y avait des tas de choses, des tas d'histoires que j'aurais pu mal tourner. Et donc, je me suis fait attraper par la police et je suis envoyé dans une maison de correction très, très connue dans les années 60, 62, 63, très connue. Et après, le juge était un homme assez compréhensible, mais en même temps assez dur avec moi, mais il est assez compréhensible. Donc il m'a envoyé dans un foyer, et dans le foyer où j'étais, le directeur, qui était un homme formidable, c'est grâce à ces rencontres que j'ai changé de direction. Un homme formidable. Un peu communiste. Communiste, ouais. Exactement. Ouais. Communiste révolutionnaire. Et donc, communiste révolutionnaire, ça existait encore. Et donc lui, il a lu mon dossier du jugement de la police, et il a vu que j'aimais les chevaux. J'avais dit à la police, que j'aimais les chevaux, et tout ça. Quand ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu devais faire, machin. Bon, ils étaient durs avec moi, hein. Et donc je leur ai dit que j'aimais les chevaux. Mais ça vient de mon père, mon frère, qui était un voleur de chevaux à Alger. Mais vraiment un voleur de chevaux. Et de voleur de tout. Et donc un jour, il a volé un cheval blanc qui m'a fait rêver. Il est venu l'enfermer, le cacher dans nos maisons de boue, de tôle. Et donc, moi, j'étais désigné pour m'occuper de ce cheval. Et j'ai adoré ce cheval. J'ai adoré ce cheval. Donc, c'est resté. Et donc, je voulais toujours faire un métier avec des chevaux. Et j'ai dit au juge, j'aime les chevaux et tout ça. Et mon éducateur m'a dit, je vais t'envoyer en Camargue. Dès que je suis arrivé, quelques mois plus tard, il m'a envoyé en Camargue. Et il m'a dit, tu vas aller là-bas, il y a des chevaux, tu vas pouvoir apprendre à travailler avec les chevaux. Mais j'avais à peu près même pas 14 ans, là, 14 ans à peu près. Et donc je suis parti en Camargue, et j'ai pénétré la Camargue par Arles. Je connaissais rien,
Je ne connaissais absolument pas la France. Et donc, j'ai adoré quand je me suis retrouvé en Camargue. Je suis rentré chez le monsieur qui tenait un ranch, un genre de... oui, ranch, parce qu'à l'époque, je pensais les cow-boys et tout ça. Et c'était un mec formidable. Je suis rentré, déjà quand je suis rentré, il m'a fait peur, parce que c'était un homme fort, un peu comme Charles Bronson, et qui gueulait tout le temps, il avait une balafre. Et il m'a plu. J'ai senti tout de suite qu'il était de chez nous. Mais il n'était pas de chez nous. Et donc voilà, et lui, il m'a appris à m'occuper des chevaux, je promenais les touristes. Après, vers la fin, je promenais les touristes belges, allemands, en étant sur le cheval. Mais c'est le cheval qui promenait, c'est pas moi. Le cheval connaissait parfaitement le chemin entre... voilà. Et donc voilà, après, j'étais tellement parti, je suis parti bien grâce à la délinquance. J'étais délinquant et je suis parti, ça m'a servi. Et donc, après, ça me gênait parce que quand les policiers m'ont arrêté, ils m'ont dit, comme ton nom, ils m'ont dit très fort, violent, hein, ton nom, et j'ai répondu tout de suite, aussi sec, Tony Gatliff. Ils m'ont dit Gatliff, prénom, Tony. Et donc, ce nom-là vient d'Alger. Quand je suis parti, je l'ai pris avec moi. C'est le parc le plus beau d'Alger. Et c'est là où j'allais quand je voulais me reposer. C'est là où j'allais quand j'étais perdu, quand je cirais les chaussures pendant toute une journée, où je dormais là-bas. C'est le plus beau parc d'Alger, du monde. Et donc, je suis parti avec ce parc. C'était devenu mon nom. J'ai pris un bout de ce parc et un bout d'Alger pour me donner une identité. Dans ma tête, c'est comme si j'allais faire une bataille contre ma destinée, contre mon destin. Et donc, je me suis commencé à me battre contre mon destin. Et c'est grâce à ce geste que j'ai fait qu'aujourd'hui, je suis là. Et donc, tu te sens gitan, algérien et français? Non, kabyle. Hein? Kabyle, par Kabyle. Mon père. Et français, non, je ne me sens pas... comment dire? Je me sens gitan, moi. Ouais. Je ne suis pas aucun pays. Ouais. Mais par contre, je ne méprise pas aucun moment, ni je ne dédaigne pas la France, l'Europe. J'aime beaucoup l'Espagne, j'aime beaucoup le Portugal, énormément. Et j'aime beaucoup la France. Mais par contre, je me sens avant tout gitan. Gitan pour parler à ma mère, qui a disparu. Gitan parce que c'est là que je suis chez moi. Je suis chez moi quand je suis au milieu des gitans. Et comment tu t'es senti dans un milieu qui est exactement le contraire de cette liberté que c'est le milieu du cinéma? Comment tu arrives à être là-dedans et surtout à faire toute une carrière comme tu as fait, tu vois, comme cinéaste, dans le milieu cinématographique, ou un milieu qui impose des règles, qui impose des choses normalement en France. Mais tu continues à tricher avec le monde du cinéma comme quand tu étais enfant, grosso modo. Oui, mais c'est grâce à ma passion, à ma folie. Je pense que tous les gitans ont cette force comme ça. Un jour, quand j'étais au foyer encore de délinquants, je me promenais à Paris, dans le boulevard des Italiens, et j'ai vu un cinéma, qui présentait un film. Je ne savais pas que c'était un film, mais j'étais passionné par le cinéma. Cinéma d'auteur, comme mon instituteur m'a enseigné. Et donc, je voyais sur les photos Michel Simon, celui qui a joué dans pas mal de films avec Jean Renoir. Le film de Renoir et beaucoup d'autres choses. Oui, un grand acteur français, oui, complètement anarchiste. Oui. Et donc, je suis allé le voir dans le théâtre, que je pensais que c'était du cinéma. Je n'avais jamais mis les pieds au théâtre, à l'opéra, rien, qu'au cinéma. Je pensais que c'était le cinéma. Et donc, j'ai pris un billet très moins cher et je suis allé le voir. Donc, il était sur une scène, et le rideau s'ouvrait et c'était une boîte. C'était pas un écran, c'était une boîte. Et la boîte m'a fasciné parce que c'était une boîte avec un décor de cow-boy, avec un saloon. Et donc, le rideau s'ouvrait, je voyais des gens vrais, la boîte, et
Michel Simon qui rentrait dans le salon en poussant la petite porte qui faisait comme ça. Et je voyais Michel Simon vrai. Et je me disais, mais c'est magnifique, c'est incroyable, il faut que je le voie. Ben, je ne me suis pas dit, je vais voir la pièce. Je m'en foutais de la pièce, parce que c'était des Indiens faux qui tiraient avec des flèches et avec des fusils, avec un faux décor de cactus. Donc, je m'en foutais de la pièce, je n'y croyais pas. Mais par contre, Saint-Simon, je voulais absolument le voir à la fin de la pièce. Et donc, ce que j'ai fait à la fin de la pièce, j'étais le voir, et je lui ai proposé... Bon, je n'étais pas comme ça, bonjour monsieur, je suis allé dans sa loge, et je me suis assis sur un banc qui était dans la loge, alors qu'il parlait avec des gens. Et quand il avait fini, il s'est retourné vers moi comme un gamin qui a du toupet. C'est quoi? Et donc il était un peu dans le genre, pas choqué, parce que c'était pas un homme qui se choque. C'était pas un homme qui se choque. Et donc il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais toi? Et je lui ai dit, je veux travailler comme indien dans là, ce que vous faites. Et il m'a dit, ben non, les Indiens, ils sont déjà là, moi je peux, il ne faut pas, c'est des gens qui travaillent. Et j'ai dit, moi, ils sont faux. Moi je suis comme un Indien. Parce que j'étais noir, avec des cheveux longs. Et donc il m'a regardé et il s'est dit, mais celui-là, il a du toupet. Mais comme je pense que tous les grands acteurs avaient du toupet. Et donc, il s'est dit qu'il y avait quelque chose. Et il m'a aidé, vraiment m'a aidé. Il m'a aidé, il m'a fait un mot pour son impresario. Bref, c'est grâce à Michel Simon et sa générosité, qui m'a pris pas pour un petit fou, un petit voleur ou autre chose, que ça m'a ouvert une porte. Et je suis allé partout. Et je disais, Michel Simon m'a dit que je pourrais être acteur. Je pourrais être joué dans les films, dans les pièces. Et donc voilà, c'est parti à partir de ce moment-là, j'avais une possibilité d'autre chose. Mais c'est grâce à ma bagarre contre mon destin. Je ne pouvais plus rester tout seul dans ma famille, en continuant à dire que j'étais gitan, en continuant à dire que j'étais berbère. Non, j'étais Tony Gatliff. J'étais autre chose. Et c'est ça ma bagarre contre le destin. Et ma famille, je l'ai laissée de côté parce que ma famille me faisait des ennuis. Dès que je disais « Papa, gitan, jamais », je me faisais des ennuis. Il fallait que je m'en débarrasse un tout petit peu. Pas que je renie, juste je m'en débarrasse pour que je fasse admettre. Et après c'est à moi les choses. Donc voilà, donc c'est vraiment une bagarre contre la destinée de quelqu'un. Bonjour, bonsoir, pardon mon français. Je suis Maria João et je veux dire merci beaucoup pour votre cinématographie. Et on est très content pour votre destin et arriver dans le cinéma. Donc, félicitations aussi pour le Tom Medina. Et je veux poser... avant, je pense que votre film, ils sont très importants pour beaucoup de gens, parce qu'ils sont pas seulement sur le gitan, mais aussi sur la profondité de l'âme humaine, et le désir de liberté, et aussi l'instinct sauvage pour la beauté, non? Et c'est une importante voie de l'exil, de toute cette chose que les Européens ils voulaient pas voir, non? Donc, je voulais vous poser deux questions, que c'est comment vous arrivez à écrire entre la fiction et le documentaire, et comment vous faites l'écriture de votre film? Vous pensez à chaque lieu ou à chaque spécificité de gitan, et après vous construisez la fiction dedans de cette poétique. Et je vais poser aussi la question si vous intéressez pas pour le gitan portugais et notre poétique aussi. Merci beaucoup. Écoutez, donc moi,
je ne sais pas écrire. J'écris, évidemment, mais mon premier scénario que j'ai écrit, j'étais au théâtre avec Depardieu, j'avais 20 ans, et donc je voulais écrire mon expérience de la maison de correction. Et j'ai écrit un scénario, mais après, quand je l'ai donné à taper, parce que c'était écrit à la main, j'ai été voir une vieille dame à la retraite qui était comptable, et je lui avais demandé de me taper parce que c'était écrit, moi je tape à la machine, enfin bref, j'ai trouvé son nom sur sur une porte cochère où il y avait son nom qui cherchait du travail. J'allais la voir, je lui ai dit voilà, j'ai écrit quelque chose avec beaucoup de fautes, et voilà, est-ce que vous pouvez me le taper? Et donc elle m'a dit oui, bon, elle m'a dit c'est tant par page et tout. Elle n'avait pas lu, je lui ai donné le scénario comme ça. Et quand je suis revenu un mois après, 15 jours, un mois après, je crois, et donc elle avait écrit le scénario et elle laissait plein de blancs. Des choses qu'ils ne comprenaient pas. Des choses qu'ils ne comprenaient pas et des gros mots. Beaucoup de gros mots et des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et donc je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas fait là? Elle m'a dit, jeune homme, c'était incompréhensible. Et je n'ai pas écrit aussi, je suis poli, moi, il y a des choses que je ne voulais pas écrire parce que je suis poli. Moi, je suis bien élevé. Et donc voilà, après, bon, évidemment, j'ai trouvé des jeunes qui l'ont fait. Et c'était mon premier film qui était sorti au cinéma. Il est sorti au cinéma dans les années 70, 70, 73. Il est sorti au cinéma. Et j'étais gamin. Et donc, je faisais plein de fautes partout. Je m'en foutais des fautes. C'est pas grave, les fautes, je m'en fous. Et donc, j'ai envoyé à un réalisateur que je connaissais un peu, qui m'avait fait travailler comme figurant, petit acteur. Et il m'a renvoyé un télégramme en disant « Je veux réaliser votre scénario ». Et donc, à 20 ans. Et donc, j'ai dit « oui, je suis allé le voir » et tout ça. Mais c'est quand même, je veux dire, on s'en fout des scénarios. Oui, mais par exemple, dans un film comme Tom Medina, tu as beaucoup improvisé ou tu avais dans la tête déjà à peu près toutes les scènes que tu as tournées? J'avais les scènes que j'ai tournées qui étaient très importantes pour l'histoire. Sinon, j'ai beaucoup improvisé parce que j'avais un acteur fabuleux qui c'est Tom Medina, qui est David Murgia, qui est magnifique. Et donc, avec lui, j'avais envie de faire tout le film. J'avais même plus envie de parler de moi, de parler que de ça, que de lui, et faire des tas de choses. Parce qu'un acteur, c'est fabuleux, parce que c'est lui que les spectateurs vont voir. On s'en fout du sujet. Donc il y a plein de scènes que j'ai coupées et tout ça, et j'ai suivi David Murgia. Presque, je voulais faire un film pour lui. Mais toujours en parlant de mon histoire, de quelqu'un qui a pas renié sa famille, mais qui s'est battu contre son destin. Ça, je voulais absolument. Pour le donner aux gens, le donner aux autres, donner aux jeunes des cités, aux jeunes de partout, leur donner en disant voilà. Donc on se bat contre la destinée pour essayer de se faire admettre ailleurs. C'est pas grave d'être de là ou de là, de telle religion, on s'en fout. Et donc voilà, c'était mon but. Mais par contre, j'ai vachement travaillé avec David Murgia sur l'instinct. J'arrivais le matin, je dis voilà. Les gendarmes vont venir te chercher, tu montes dans l'arbre. Et je savais qu'ils montaient dans les arbres. Hein. Oui. Tu montes dans l'arbre. Et après, tu cours. C'est un peu Chaplin. Et c'est un petit personnage à la Chaplin. Et donc, voilà. Donc, pour moi, le cinéma, c'est pas l'écriture. Si, l'écriture aussi, c'est important. Le scénario, c'est important, mais c'est surtout, c'est dans le moment où on tourne, c'est la caméra et le réalisateur et le point de vue. Le point de vue est très important. Et l'autre question, c'est si tu as des rapports avec les gitans portugais. Oui, je les ai filmés à l'Alentejo. J'ai beaucoup filmé, je les ai filmés dans Exil. Et je les connaissais très très bien parce que j'ai acheté une maison, j'avais une maison au bord de la rivière, au bord d'un fleuve magnifique qui s'appelle Guadiana, comme le Guadalquivir. Et donc je me suis beaucoup inspiré
dans cet endroit avec ce fleuve, et je voyais passer les gitans, évidemment que je les ai suivis. Et à un moment, j'ai déménagé de ma maison et j'ai donné tout aux gitans. Alors, les gitans portugais qui étaient avec des charrettes, et tout ça, dans les années 80. Et donc, ils ont tout pris, sauf ce qui n'était pas nécessaire, c'est-à-dire les chaises, les machins, les tapis, les trucs. Et ils ont pris quelques tapis qu'ils ont mis sur leurs chevaux. Et ils avaient une mentalité que j'aime énormément, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas intéressés. Ils n'étaient pas intéressés ni pour les maisons, ni rien. Ils étaient intéressés pour avoir de l'argent un peu. Mais moi, je faisais des fêtes avec eux, j'étais vraiment très très bien. J'étais comme chez moi, là-bas. Et donc j'allais à Al-Koutim, où ils avaient des fois... Al-Koutim, et donc où ils allaient, ils campaient, et j'allais comme chez moi. Je traversais la rue, et je m'asseyais avec eux devant le feu, calmement. Bonsoir, je voudrais vous remercier énormément pour ce moment, ce film si complet, plein de poésie et d'humour. Mais je voudrais seulement savoir comment Tony, il a... pas Tony... Tony, c'est vous. Oui, c'est moi. Mais cette relation avec ce taureau blanc, oui. À la fin, tout est apaisé parce qu'il y avait presque une complicité entre ces deux êtres qui m'a beaucoup, beaucoup émue. Mais je voudrais savoir un peu pourquoi vous avez mis 2 fois, 3 fois. C'était une eau absolument extraordinaire qui était si fascinant pour le jeune homme et pour nous aussi. Oui. Moi, ma mère, elle m'a toujours soigné depuis bébé, depuis enfant, depuis j'avais les yeux ouverts. Elle m'a soigné avec des choses, pas la sorcellerie, mais disons la médecine parallèle à elle, que je ne comprenais pas. Dès que j'avais mal à la tête, elle faisait des herbes comme ça, des broyés comme ça. Elle me faisait avaler une portion dans un verre. Et donc, pour le ventre, tout. Elle m'a toujours fait des choses comme ça. Et moi, je l'ai toujours fait, vu faire des choses, elle, c'est ma mère. Donc, moi, je n'étais pas tout seul. On était 7 enfants. Plus tard, après, on est devenu 10 enfants, 12. Et donc, et elle était, je ne dis pas sorcière, je dis magicienne de quelque chose. Et elle guérissait, elle ne jetait pas des sorts. Elle guérissait. Et elle avait des choses absolument irréelles. Donc j'avais ça depuis très longtemps, je l'avais. Et en Camargue, ça m'est revenu. Et donc, en étant enfant, vers 5 ans, même pas, j'étais sous un olivier. Ma mère est partie sous un olivier énorme, comme il y avait en Algérie, millénaire. Et après, elle disparaissait avec des branches comme ça. Et elle disparaissait. Et puis, je suis allé la voir. Et je voyais mon frère, mon petit frère qu'elle avait dans les bras, bébé, en train avec une faucille, la faucille comme celle des communistes. Elle lui avait mis sur la gorge. Et elle récitait des choses que je ne comprenais pas. Elle récitait des choses que je ne comprenais pas. Et elle le soignait. Et moi, je ne savais pas. J'avais très, très peur. Parce que j'avais peur qu'elle lui fasse du mal. Et donc, elle faisait comme ça. En fin de compte, elle était en train de lui enlever la rubéole ou un truc, la maladie des gorges des enfants. La maladie amygdalite. C'est ça, oui, un truc. Il avait mal, pas la mal à la gorge. Il avait mal comme ça. C'est un truc comme ça qu'il prenait à la gorge. Ça s'appelle un nom en français, mais je ne le retrouve pas. Et donc, elle était en train de le soigner. Et moi, je pensais que c'était mal. J'avais peur, j'avais très, très peur. Elle avait fait d'autres choses aussi comme ça. Donc, ma mère, je pensais véritablement, quand j'étais enfant, qu'elle était une sorcière, mais pas méchante. Je n'avais pas peur de ma mère. Mais donc, sorcière, c'était des choses que j'entendais. Mais c'est pas... Et donc, voilà. Donc, quand j'ai commencé à être adulte un petit peu, je croyais aux choses comme ça. Je croyais énormément. Après, évidemment, quand je fréquentais aussi les gitans dans ma famille, où ils avaient tous des choses comme ça, très, très fortes, qui étaient dans un truc comme un monde parallèle. C'est-à-dire un monde parallèle que les autres ne peuvent pas comprendre. Et donc, j'avais tout ça. Et dans le cinéma, j'ai ça tout le temps. J'ai ça. Et je pense que ce monde parallèle,
il appartient aux Gitans. Beaucoup à ma mère et aussi beaucoup aux Gitans. Et c'est une chose que les autres ne peuvent pas comprendre. Ou alors ceux qui les connaissent peuvent comprendre parce qu'ils connaissent les signes. Il y avait des signes. Et quand j'ai fait le truc de Tom Medina avec le taureau, ça m'est revenu parce que il y a une chose qui allait guérir cet enfant de la violence ou de tout ça, c'est quelque chose d'imaginable, c'est-à-dire l'apparition des choses incontrôlables ou inexplicables. J'y crois énormément à ça. Et d'ailleurs, en Camargue, il y avait un livre qui était écrit par un auteur dans les années 1900, avant, qui s'appelait La bête du Vaccarès. C'est l'histoire d'une bête qui apparaît aux gens le soir. C'était quelque chose de très important, très fort. Je connaissais très très bien ce livre. Voilà, donc c'est quelque chose on pense qu'on détient tout, on pense qu'on connaît tout, mais non, on ne connaît pas. On ne connaît pas ce que peut faire, par exemple, une vieille dame, comment elle peut faire pour te guérir. J'y crois à la guérison par les signes ou par les plantes ou par la force, le magnétisme. Et donc je crois à tout ça. Bom, penso que foi uma magnifique converse. Merci beaucoup, ça a été incroyable, c'était très bien. Et merci beaucoup. Le film va sortir au Portugal en janvier, portanto o filme vai estrear em Portugal em janeiro. Et donc, parlez à vos amis pour qu'ils viennent le voir. Moi, je peux vous dire que j'aime beaucoup ce moment. Les taureaux, ouais. Ce moment-là, je l'aime beaucoup, vraiment. Parce qu'on a eu des salles pleines partout, mais énormément, à Cannes et puis dans d'autres festivals, dans d'autres endroits. Et j'aime beaucoup ce moment, parce qu'il est intime. C'est des gens qui vraiment ont été avec le film et avec nous. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.